L'histoire russe comporte l'une des énigmes les plus étonnantes et les plus passionnantes de ces 2 derniers siècles. Le tsar Alexandre Ier de Russie, le vainqueur de Napoléon, aurait simulé sa mort à l'âge de 48 ans. 11 ans plus tard, il serait réapparu comme un ermite en Sibérie où il aurait terminé sa vie au service des plus pauvres sous le nom de Féodor Kouzmitch. Là-bas, il sera décrété saint de Sibérie 120 ans après sa mort. Comment et pourquoi l'un des plus grands tsars de Russie aurait-il décidé de quitter le pouvoir et la puissance de Saint-Pétersbourg ? Pourquoi, après avoir été le premier d'entre les siens, aurait-il choisi de devenir le dernier de ses sujets pour se mettre au service de Dieu et de son peuple ? Прокимен глаз шестый, Господь воцарися, влепот обличеся. Légende, vérité historique, y aurait-il aujourd'hui des éléments nouveaux qui permettraient de lever un coin du voile sur cette énigme captivante ? Mais tout d'abord, remontons le temps et essayons de comprendre qui était le tsar Alexandre Ier et quel était le contexte de l'époque. L'impératrice Catherine II de Russie meurt en novembre 1796 après un règne de 34 ans. D'origine allemande, elle est ouverte aux idées libérales de l'époque. Voltaire, avec qui elle correspond, voit en elle un monarque éclairé. Elle n'a qu'un seul fils, Paul, qu'elle n'aime guère, lui préférant ses petits-fils, et notamment Alexandre, l'aîné des 4 fils de Paul, en qui elle voit son successeur. Paul Ier est le fils de Catherine, qui monte sur le trône à la mort de celle-ci en 1796. Et très vite, sa politique va être extrêmement contradictoire et du coup nourrir un mécontentement, en particulier de la part de la noblesse, qui sera à l'origine du complot qui va finir par renverser le tsar en mars 1801. Alors il est en fait étranglé au palais Michel. Le palais était à ce moment-là une sorte de forteresse très bien gardée, mais en réalité le complot va se faire de l'intérieur, c'est-à-dire avec la complicité des régiments de la garde, chargés précisément de veiller sur le tsar, et c'est cette complicité qui favorisera bien sûr l'entrée des conspirateurs dans le château et la mise à mort de Paul qui est étranglé par un des conspirateurs. Toute sa vie, Alexandre Ier était profondément affecté par la mort de son père, parce que lui, Alexandre, était au courant de ce complot. Certes, on lui avait promis que son père n'allait jamais être tué, qu'il serait juste écarté du pouvoir, mais il a vu son père par terre dans sa chambre et il s'est évanoui en voyant son père tué. Il se sent responsable. Il a été complice, passif, puisqu'il était au courant du complot, mais il espérait que son père aurait la vie sauve, qu'on se contenterait de le déposer, mais en aucun cas de le mettre à mort. En 1801, Alexandre devient tsar de toutes les Russies à son tour. Son pouvoir est immense. Quand Alexandre Ier monte sur le trône, il a 23 ans, c'est un jeune homme très timide, très réservé, très cultivé. Il a été éduqué par son précepteur, le Suisse républicain Frédéric César de la Harpe, qui a vécu à ses côtés quotidiennement pendant 10 ans, qui lui a enseigné un certain nombre de disciplines, dont l'histoire, en particulier l'histoire romaine, dans laquelle la Harpe cherchait beaucoup d'exemples de bons gouvernements qui opposaient la tyrannie. Donc Alexandre a été élevé dans le culte des Lumières. Bien sûr, il a été éduqué dans la foi orthodoxe, mais il le dit lui-même, dans son enfance, finalement, cette présence de la foi orthodoxe est assez limitée, elle est assez formelle. Par la suite, on ne sait pas exactement quand, mais sans doute 1801-1802, il a été initié à la franc-maçonnerie et finalement, à ce moment-là, sa foi s'apparente plutôt, je dirais, à la foi des philosophes.
La confrontation entre les deux géants se prépare. D'un côté, Napoléon, fils légitime et matricide de la Révolution, selon la célèbre formule de Pouchkine, vif, net et logique. De l'autre, un prince né dans la pourpre, insaisissable et jouant avec une parfaite maîtrise d'un charme reconnu par tous. Par ailleurs, deux courants idéologiques issus de la franc-maçonnerie à la fin du XVIIIe siècle vont désormais s'affronter. En France, le courant rationaliste, qui se traduira par le jacobinisme libertaire, pour constituer au début du XIXe siècle l'idéologie et ses vœux de république universelle. Plus de 80% des chefs de l'armée napoléonienne sont affiliés à ces loges. En Russie, le courant mystique martiniste qui encouragera l'intériorisation spirituelle, l'écuménisme et défendra un gouvernement théocratique. Le face-à-face devient inévitable après le couronnement de Napoléon en 1804, lorsqu'il se fait couronner à Notre-Dame comme empereur de la République. C'est le fer de lance donc, de la République universaliste qui doit conquérir le monde. Sa tâche consiste à réunir tous les pays dans un empire universel. Il va se lancer à la conquête de la Russie en 1812, donc sa conquête ultime. Alors la guerre patriotique, puisque c'est le nom que les Russes ont très tôt donné à cet épisode majeur de l'histoire de l'Empire russe, se déroule donc durant l'année 1812, lorsque la grande armée napoléonienne envahit le territoire impérial au mois de juin 1812. Elle s'appuie surtout sur le soutien populaire. Alexandre avait beaucoup de doutes concernant sa noblesse. Donc les partisans, c'était en fait des militaires de carrière, mais soutenus par le peuple, par les paysans. Face à l'avancée de la Grande Armée, les Russes se retirent en détruisant récoltes et vivres pour qu'il ne reste rien à l'ennemi. Ils ne souhaitent pas affronter directement Napoléon, qu'ils savent militairement supérieur. C'est la politique de la terre brûlée. C'est alors que Koutouzov est nommé commandant en chef des armées russes, un homme qu'Alexandre déteste, mais c'est un grand soldat admiré de tous et qui va renverser le cours de la guerre grâce à sa stratégie. Le 7 septembre a lieu la bataille de la Moskova, appelée Borodino par les Russes. Selon les historiens russes, la France perd 36 000 morts, disparus et blessés, la Russie 45 000. L'armée russe fait retraite le 8 septembre, laissant la route de Moscou ouverte à la Grande Armée. Le 14 septembre, Napoléon fait son entrée dans un Moscou vidé de ses habitants et de ses vivres. Quand Moscou est abandonné, Koutouzov interdit de brûler Moscou avant l'arrivée des troupes françaises, des troupes napoléoniennes plus exactement. Et la ville brûle au 3e jour. « 1812 est un tournant extrêmement important dans la vie d'Alexandre Ier. En faisant référence à l'incendie de Moscou, disant « l'incendie de Moscou a illuminé mon âme », et c'est à ce moment-là que s'opère une véritable conversion spirituelle, presque mystique d'ailleurs, qui va se jouer en quelques semaines et qui s'explique par le besoin qu'il a eu de revenir vers Dieu à un moment particulièrement critique de l'histoire de la Russie, où il se sent seul, où il doit prendre un certain nombre de décisions. Dans la vie de Féodor de Tomsk, qu'il a écrite, l'évêque Silouan rapporte ce témoignage. Quand les Français s'approchaient de Moscou, racontait un jour Féodor Kouzmitch, l'empereur Alexandre Ier s'est prosterné devant les reliques de Saint-Serge de Radonège et le priait avec des larmes. Au moment de la prière, il a entendu une voix intérieure qui lui dit « Va, Alexandre, donne carte blanche à Koutouzov et que Dieu t'aide à chasser les Français de Moscou. Comme le pharaon dans la mer Rouge, ainsi les Français périront dans la Bérésina. » Nous sommes le 18 octobre, la retraite commence et déjà l'hiver s'annonce, et c'est bien ce qu'espère Alexandre. Koutouzov obligera la Grande Armée à la faire revenir par la même route, mais l'herbe comestible manque, ainsi que les vivres, les chevaux meurent ou sont tués pour nourrir les hommes affamés, les canons et les chariots doivent être abandonnés.
À partir de novembre, la température descend jusqu'à moins 22 degrés, les chevaux et les hommes meurent de faim et d'épuisement, l'anarchie se répand dans les rangs de l'armée. La traversée de la Bérésina permet à Napoléon et au reste de l'armée française de sortir dans une cohue indescriptible du piège tendu par Koutouzov. Elle se termine en décembre par le départ de cette grande armée napoléonienne totalement laminée. On évalue à 15% les effectifs qui vont revenir de cette campagne. Cette guerre a coûté quand même très très cher à la Russie. On évalue, selon les fourchettes, en gros 300 000 morts et disparus, le prix humain payé par les Russes à cette campagne. Il reçoit une délégation de membres du Sénat qui propose qu'on lui décerne l'appellation de béni en signe de reconnaissance pour le courage qu'il a montré. Mais Alexandre n'en voudra pas, il considère que c'est la Providence qui doit être remerciée de cette victoire. Ce sera une victoire collective, il fera frapper une médaille. La médaille qui a été donnée aux officiers, aux soldats qui ont participé à la guerre de 1812, il a ces paroles qui sont gravées sur la médaille. Ce n'est pas à nous, Seigneur, mais à toi qu'appartient la gloire. Dès son retour à Paris, Napoléon reconstitue ses forces pour livrer ses dernières grandes victoires face aux armées de la 6e coalition. C'est la campagne de France qui se déroule de janvier à avril 1814. Napoléon tente d'empêcher l'invasion de la France et de conserver son trône. Mais les forces ennemies sont trop nombreuses, l'armée est diminuée, certaines troupes se battent avec un courage exemplaire, bien qu'inexpérimentées à l'image des Marie-Louise, les jeunes conscrits rêvant d'être à la hauteur de leurs glorieux aînés. Peu à peu, malgré quelques très belles victoires, l'armée française est dépassée en nombre et commence à céder. Dans ce tableau du musée des Cosaques à Courbevoie, on voit Alexandre Ier s'apprêter à donner l'ordre à sa troupe de Cosaques d'épargner les jeunes soldats français inexpérimentés, promis à une mort certaine. Cette attitude inattendue pour un vainqueur, Alexandre Ier continuera de l'adopter lors de l'entrée des troupes russes et de leurs alliés dans Paris le 31 mars 1814. En s'adressant au peuple français, il dit que je suis votre ami. Je viens en ami, en libérateur, en ami. J'ai combattu Napoléon, mais pas la France. Alexandre Ier a la volonté, bien sûr, de montrer qu'il est victorieux, mais il se montre d'entrée de jeu extrêmement magnanime, généreux à l'égard des Parisiens qui redoutaient le pire, qui redoutaient que Paris soit mis à feu et à sang. D'entrée de jeu, Alexandre Ier se montre au contraire soucieux de rassurer les Parisiens. Et même, il a poussé la politesse jusqu'à disposer ses troupes le long des Champs-Élysées, dans les tentes, et non pas chez les habitants comme cela se fait d'habitude. Et il se promène tout seul dans Paris, sans escorte. C'est un cas inouï absolument dans l'histoire. Le chef d'une puissance victorieuse se promène dans une ville occupée, est acclamé par les foules, partout où il passe. Le 28 mars, jour de Pâques, le tsar Alexandre fait célébrer sur la place de la Concorde un service solennel à la gloire de Dieu et à la mémoire de Louis XVI et des martyrs de la Révolution française. Dans une correspondance, Alexandre écrira « Voici, me disais-je, que j'ai amené par la volonté insondable de la Providence mes guerriers orthodoxes du fond de leur froide patrie nordique pour élever vers le Seigneur nos prières communes. Les fils du Nord célébraient, aurait-on dit, les obsèques du roi de France. Le tsar de Russie priait, selon le rite orthodoxe, avec son peuple, et de la sorte, purifiait la place ensanglantée. » En plus, il va disposer ses troupes le long des frontières de la France, les frontières de l'Est et les frontières du Nord, pour protéger la France de l'occupation éventuelle des troupes anglaises, autrichiennes et prussiennes.
Vaincu, Napoléon abdiquera à Fontainebleau une semaine plus tard, le 6 avril 1814. Au lendemain du congrès de Vienne, le 26 septembre 1815, l'empereur Alexandre signe avec ses principaux alliés la Sainte Alliance. Celle-ci s'élargira par la suite avec pour objectif de maintenir la paix sur les fondements du christianisme. La paix durera jusqu'à la guerre de Crimée en 1853. Но вот в конце жизни, уже в последние пятилетия, то есть в конце 10-х, начале 20-х годов, у Александра вновь происходит такое некое прозрение духовное. То есть он изгоняет из России иезуитов, он запрещает деятельность масонских лож и вновь обращается к тому самому традиционному православию, к церковной обрядности. В это время он испытывает духовный кризис. Il est de plus en plus désabusé, il évolue de plus en plus vers le conservatisme sur le plan politique et à partir de 1824, il laisse à Arakcheyev, qui est son bras droit, pourrait-on dire, la responsabilité des affaires. C'est comme s'il se désintéressait, il se détournait de l'avenir de l'Empire russe. On le voit à travers tout un ensemble de manifestations. Il voyage beaucoup, de plus en plus. Alexandre, à cette époque, effectue de nombreux pèlerinages dans des monastères orthodoxes en Russie. L'empereur se trouve à une période tragique de sa vie. Il reste hanté par le meurtre de son père, il ne se remet pas non plus des tueries de la guerre et de l'échec de ses grandes réformes. Александр I очень не любил вспоминать о событиях войны 12 года. Александр I, наверное, никогда так не чувствовал своего одиночества. Il avait changé de caractère. Le prince Alexandre Volkonski est le descendant de Piotr Mikhailovitch Volkonski, l'aide de camp, chef des armées, l'ami et le confident le plus proche du tsar. Il était devenu probablement moralement très atteint par la boucherie qu'a été la guerre contre Napoléon. Mais aussi son mariage avec l'impératrice Élisabeth n'en a plus que les apparences. Enfin, deux événements tragiques le frappent durement en cette année 1824. Sa fille aînée, qu'il a eue avec sa belle-maîtresse Marie Narishkina, meurt à l'âge de 16 ans, à la veille de ses fiançailles avec le comte Chouvalov. En novembre de la même année, Saint-Pétersbourg est frappé par la plus importante inondation qu'ait connue cette ville. La Neva déchaînée donne un assaut furieux au palais impérial. Au milieu de la population bouleversée, un habitant lui dit « Dieu nous punit pour nos péchés ». Le tsar lui répond « Non, il me punit pour les miens ». C'est alors qu'il rencontre le starets Séraphin Tsarov, le plus grand saint et ascète russe de son siècle. Побеседовал с преподобным Серафимом Саровским, который благословил его на страннический подвиг под именем Федора Кузьмича. Когда император поговорил с Серафимом Саровским, это происходило в течение нескольких часов. Он вышел из кельи, и все люди, которые вот это видели, говорят, что он был очень взволнован. Затем преподобный, проводив Александра до коляски, сказал ему фразу «Только сделай так, как я сказал». Le 13 septembre 1825, Alexandre fait dire à minuit un service des morts au lord Alexandre Nevski à Saint-Pétersbourg, où il s'arrête avant de continuer son voyage pour Таганрог. Встречен был братьей, митрополитом Санкт-Петербургским Гавриилом, прошел в собор сюда, к мощам Александра Невского. Братья потом свидетельствуют, что он очень усердно молился перед мощами, буквально со слезами на глазах, на коленях стоял перед мощами. Митрополит Гавриил представил ему одного из братьев, схимника, иеросмонаха Алексия. И император даже, как это тоже исключительный случай, прошел в келью этого простого старца, побывал там у него. И после кратких назиданий старец уехал уже вот в последнее свое путешествие. Уезжал совсем другим человеком, чем он был в молодости.
On peut supposer que ce sont ces deux rencontres avec ces hommes de Dieu qui donneront à Alexandre le courage de franchir le pas pour accomplir son désir profond, partir pour Taganrog et disparaître aux yeux de ses proches et de son peuple. L'impératrice Élisabeth était malade et ses médecins lui ont dit qu'il vaut mieux qu'il ne passe pas l'hiver à Pétersbourg. Donc l'ont envoyé à Taganrog. Je trouve que le départ et l'idée d'aller passer l'hiver dans un coin perdu de Crimée où personne n'a jamais été est déjà un peu bizarre. Le prince Michel de Grèce est membre de la famille royale de Grèce. Sa grand-mère était la grande-duchesse Olga Konstantinovna, la petite-fille de Nicolas Ier et la petite-nièce d'Alexandre Ier. Deuxièmement, il était brouillé, séparé de sa femme, l'impératrice Élisabeth. Voilà qu'ils se réconcilient, puisqu'ils partent tous les deux. Ce que je trouve déjà très curieux. Et c'était peut-être pas le meilleur endroit, disait Piotr Mikhailovitch, parce que c'était un endroit humide et infesté de malaria. C'est ainsi qu'au retour d'une inspection d'une garnison éloignée, Alexandre Fiévreux fut déclaré malade par ses médecins. Il a refusé absolument d'être soigné par ses médecins, ni de prendre aucun médicament, ni de faire ce que les médecins lui suggéraient de faire. Voilà, bon. Le 1er décembre, le tsar Alexandre Ier meurt officiellement des conséquences d'une fièvre maligne dans un palais de Taganrog, une ville portuaire située sur le bord de la mer d'Azov. Le convoi funéraire partira seulement 3 mois après vers Moscou, puis Saint-Pétersbourg. Mais, autre fait étrange, contrairement à la tradition orthodoxe, le cercueil sera présenté fermé à la vénération des foules, ce fait ne faisant qu'accentuer la rumeur qui court. Une seule personne sera autorisée à voir le corps placé dans le cercueil lors de la cérémonie des obsèques à Pierre et Paul. Mais on le met sur une estrade, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas voir qui il y a dans le cercueil. Et l'impératrice mère, Maria Fedorovna, monte l'estrade et éprouve le besoin de dire « Oui, c'est bien mon fils bien-aimé Alexandre ». Pourquoi est-ce qu'elle éprouve ce besoin? C'est un peu bizarre, c'est lui. Bon. On pensait effectivement, ce que beaucoup de gens pensent, qu'il n'était pas mort du tout quand il était soi-disant mort, qu'il était parti dans cette retraite, si on peut dire, et que son cercueil ne contenait pas son corps. Et chose étrange tout de même, quand il est mort, le cercueil n'était pas ouvert. Alors que dans la religion orthodoxe, c'est souvent ouvert, et surtout dans la famille impériale. La baronne Hélène de Ludingosen est la dernière descendante des comtes Stroganov. Selon sa famille, elle descendrait également du tsar Alexandre Ier à la suite d'une liaison cachée de l'une de ses aïeules. Là encore, je ne peux vous dire que ce que ma grand-mère m'en disait, Marie Volkonski. Elle était persuadée qu'il n'était pas mort. Il y a des faits concordants qui l'ont amené à penser qu'il n'était pas mort du tout et que tout était arrangé par ses médecins. Maurice Paléologue était historien et ambassadeur de France à la cour de Saint-Pétersbourg. Voici ce qu'il écrivait à propos de la mort d'Alexandre. Le 2 décembre, soit 32 heures après la mort, on procède à l'autopsie. 10 médecins, y compris ceux de la garnison, participent à l'ouverture et l'examen du cadavre. Le procès-verbal officiel conservé aux archives de l'Empire porte les 10 signatures. Mais le docteur Tarasov affirme dans ses mémoires que s'il a rédigé lui-même le procès-verbal, il s'est abstenu de le signer. Le nom de Tarasov figure néanmoins au bas du document. La pièce est donc entachée d'un faux. Ce qui est plus grave, c'est que les descriptions anatomiques ne s'appliquent pas au corps d'Alexandre. L'adhérence des méninges aux parois du crâne et quelques autres lésions du cerveau dénotent irrécusablement les ravages de la syphilis, dont Alexandre fut toujours indemne.
La critique des faits et le concours des probabilités nous obligent donc à nous demander si on n'aurait pas joué autour de lui, et par ses ordres, une comédie funèbre, qui aurait eu pour dernier acte l'ensevelissement d'un cadavre étranger dans le cercueil impérial. On disait les choses suivantes très clairement. On disait que le tsar a réellement disparu et n'était pas mort à Taganrog. On disait aussi que les Tarasov, c'est-à-dire les ancêtres familiaux, n'y étaient pas étrangers. Ma grand-mère était persuadée, profondément persuadée et croyait dur comme fer à la légende du starets Féodor Kuzmich. Tout simplement, moi j'étais petit garçon à l'époque, et elle me racontait ça comme un cours d'histoire, comme un... non pas comme une légende, mais comme une... calmement, comme une vérité historique. Le corps placé dans le cercueil ne serait pas celui de l'empereur, mais celui d'un soldat d'une garnison voisine ayant une vague ressemblance avec lui. Dès lors, tous les éléments sont en place pour que le mythe sur la disparition mystérieuse du tsar Alexandre Ier prenne corps et se renforce. Légende ou vérité historique, à partir de ce moment, les thèses s'échafaudent, les historiens s'affrontent et la famille impériale se tait. À 4000 km à l'est de Taganrog, à Tomsk en Sibérie, il fait moins 32 degrés. C'est dans cette ville que Féodor Kuzmich, qui aurait été reconnu comme le tsar Alexandre Ier, a terminé les dernières années de sa vie. En ce mois de février, on fête le 150e anniversaire de la mort de celui qui, pour les habitants de Tomsk et de sa région, a été reconnu comme l'un des plus grands saints de Sibérie. Сегодня у нас 150 лет представления нашего старца, любимого Федора. Мы любим его за то, что он был очень праведной жизни человек. Много любви имел к приходящим, исцелял их. Вы знаете, у Бога по другому времени идет. Это как сегодняшний день, 150 лет назад или сегодня он всегда с нами. Он всегда помогает нам своей молитвой. Федору Кузьмичу часто молюсь об моем брате, инвалиде. И он с каждым разом ему становится все лучше и лучше. С каждым днем. Спит лучше, ест лучше. Ну и все, что он так не мог. И маме намного моей лучше. Когда я не молился, Артем просто всего этого не мог делать.
11 ans après la mort du tsar Alexandre Ier, au début de l'automne 1836, dans la région de Perm, un homme habillé en paysan, conduisant une charrette à cheval, se fait arrêter par la police. Cet homme prétend s'appeler Féodor Kuzmich. Ce que je trouve fascinant, et je ne pense pas qu'on l'ait étudié assez, c'est comment est-ce qu'on identifie ce ermite sibérien, alors qu'il doit y en avoir des milliers, avec l'empereur dont on soupçonne qu'il a disparu. C'est comment les deux légendes se rapprochent. Был арестован в 1836 году в селении Красноуфимск. Был он задержан за бродяжничество. И с ним была обнаружена очень дорогая лошадь. Он назвался бродягой, сиротой, сказал, что он не умеет ни читать, ни писать. И доказать, что он был конокрадом, было невозможно. Тем не менее, его выпороли и сослали в Сибирь. Féodor Kuzmich est dépourvu de passeport intérieur. Il se fait administrer par la police 20 coups de fouet, puis emprisonné 4 mois et condamné à l'exil en Sibérie, dans la région de Tomsk. Il vivra ensuite 20 ans dans un village reculé. Très vite, la rumeur se propage. Un bruit court. Féodor Kuzmich serait-il Alexandre Ier? Народ его воспринял как странника, который себя называл безродным человеком, но очень скоро люди почувствовали в нем, во-первых, глубину образования, он хорошо разбирался в отечественной истории, в особенностях придворного этикета, во внешней и внутренней политике России. Несмотря на то, что называл себя безграмотным человеком, владел несколькими языками. Уже этим он обратил на себя очень пристальное внимание. И ему выделили старый хлев, там, где жила скотина. И сначала он там поселился, чтобы переночевать. И крестьяне, они не пускают ведь первого встречного в избу. Народ пригляделся и понял, что он очень хороший, добросердечный, искренне верующий человек. Человек, который никогда не отказывает в совете. Человек, который сам готов поделиться всем. Он ничего особого не просил, не требовал. Он очень хорошо рассказывал. Он привечал детей. Всем, чем его угощали, он кормил детей сразу, буквально. En 1858, le marchand Kromov, connaissant la renommée de sainteté entourant le starets et souhaitant depuis longtemps avoir l'honneur de l'accueillir, lui propose de venir s'établir chez lui à Tomsk. Kromov met également à sa disposition pour l'été une petite maison en lisière de forêt. Таковых свидетельств достаточно много. Прежде всего, это внешнее сходство святого старца Феодора с самим Александром I. И те люди, которые знали, как выглядел император Александр, поражались всегда, когда видели старца Феодора, потому что узнавали в нем венценосную особу. Кроме того, многие томские обыватели, которые когда-то были в Петербурге или видели в Москве императора Александра I, очень много есть свидетелей того, что вот люди даже падали в обморок, видя Федора Кузьмича. Федор Кузьмич, наблюдением очень многих людей, его знавших, остались эти факты в истории Томска, он был глуховат. Он всегда прислушивался к собеседнику и поворачивал там правое ухо. Точно так же глуховат был и император Александр I. У него были невероятно приятные манеры. И вот как раз Федор Кузьмич, он этим врожденным, природным аристократизмом обладал сполна. Это отмечали все, кто его видел. И это было не только величественно там какой-то походки или осанки или повадки, а вот именно аристократизм мыслей, чувств, жестов, артикуляции и всего остального. Autre fait rapporté, le jour de la fête de Saint-Alexandre Nevski, le saint protecteur du tsar Alexandre Ier, Féodor Kuzmich était toujours plus gai et il évoquait ses souvenirs. Quelle solennité il y avait à Saint-Pétersbourg ce jour-là. On tirait au canon, on étendait des tapis dans toute la ville. Toute la ville était illuminée et la joie remplissait le cœur des hommes.
Мы знаем о нем то, что он был военный, то, что он служил в гвардии, то, что он участвовал в заграничных походах русской армии. И в гвардии он служил не в малом чине, не простым офицером он был, а как минимум генералом, потому что он рассказывал своим слушателям такие тонкости военного дела, тонкости заграничных походов, которые были недоступны простому офицеру. Lorsque Féodor Kuzmich vint vivre à Tomsk, sa réputation était déjà très importante dans toute la Sibérie depuis des années. De hauts dignitaires de l'Église, des personnes fortunées ou de haut rang venaient lui rendre visite. Il entretenait une nombreuse et secrète correspondance qu'il cachait soigneusement. Pour subvenir à ses besoins, Féodor Kuzmich aidait les familles de paysans en leur prodiguant des conseils dans tous les domaines pour lesquels on le sollicitait. Il était pour elles un guide spirituel. Enfin, il catéchisait les jeunes, leur apprenait l'histoire et les lettres et leur révélait la richesse des Écritures. L'oraison tenait une grande place dans sa vie, bien que personne ne l'ait jamais vu prier. Будучи стариком, по сути, он спал на голой доске. Под головой его лежал деревянный чурбан. Жилищем ему служила убогая келья, очень скромная по своей обстановке. Пищей сухари, размоченные в воде. Конечно же, он привлекал к себе людей той духовной высотой, которой достиг, святостью своей жизни, чистотой своего сердца. Каждый человек жаждет теплоты. Каждый человек жаждет какой-то любви. Люди просто приходили, молча посидят и уходили полностью утешенными. К нему приходили самыми разными проблемами, вопросами и духовного плана, и житейского. Притом старец Федор делал это очень деликатно. И, может быть, важнее был даже не смысл тех слов, сколько теплота его любви, которая ощущалась человеческими сердцами. Вот ощущение любви, наверное, самое главное, что и тянуло к нему других. Не случайно его называют старцем. Lors de sa dernière visite à Féodor Kuzmich sur son lit de mort, le marchand Kromov lui demanda une fois encore de révéler sa véritable identité. Купец Хромов, его духовный сын, спрашивал его: «Отче, открой свое имя». Но впрямую Федор Кузьмич не сказал, кто он. Однако он сказал это скрытно. Он сказал ему: «Ты знаешь, кто я, но не величь меня, схорони просто». Puis, il lui dit en montrant une petite pochette de cuir accrochée devant lui, « Ici réside mon secret ». Féodor Kuzmich meurt à Tomsk le 2 février 1864. On retrouva dans ses affaires plusieurs pièces très troublantes, en particulier l'acte de mariage du jeune Alexandre et de la jeune princesse Louise-Marie-Auguste de Bade, la future tsarine Élisabeth. Au dire de plusieurs témoins, cet acte était écrit sur un papier bleu très épais comportant les armes impériales. Le biographe et neveu du tsar, le grand-duc Nikolai Mikhailovitch, décrit les objets retrouvés après la mort du starets, sans citer toutefois le contrat de mariage. Il est vrai que parmi les objets qu'on a trouvés dans la cellule de l'ermite se trouve une icône de la Sainte Vierge miraculeuse de Potchaïev, où est gravée l'initiale A, à peine perceptible.
Un bâton de pèlerin, des bas en laine de mouton, des pantoufles en cuir, une ceinture en laine noire avec une boucle de fer. Mais ce n'est pas tout. On retrouva aussi un mystérieux message crypté dans les affaires du Starets. Ce message se trouvait dans la fameuse petite pochette de cuir accrochée sur le lit de mort du saint. Ce message secret, c'est aussi assez curieux. Il a été édité par le grand-duc Nikolaï Mikhailovitch. Il écrit que la descendance de Khromov gardait précieusement chez eux, mais qu'ils lui ont prêté ces documents et il a pu en faire des photos qui ont été publiées donc ici dans ce livre. Tous ces précieux objets ont été répertoriés et analysés par le grand-duc Nicolas Mikhailovitch dans cet ouvrage publié en 1907. Le grand-duc précisait 4 feuillets en forme de ruban portant des mots séparés, des formules tronquées, des lettres, des chiffres. L'année 1837 et la date du 26 mars, attribuée à l'écriture de Féodor Kouzmitch, ce qui est fort possible. Malgré toutes les recherches, on n'est pas parvenu à trouver la clé de ces notes. Personne n'a réussi jusqu'à présent à pénétrer ce secret ou à déchiffrer le texte. Le fac-similé de celui-ci est présenté et son existence est donc authentifiée par le grand-duc Nicolas Mikhailovitch dans son opuscule intitulé « La légende de Féodor Kouzmitch » dans lequel il réfute la thèse de l'identité. Or, ce message aurait été déchiffré en 1927 par 2 Russes émigrés après la Révolution d'octobre à Riga en Lettonie et à Belgrade en Serbie. Ces 2 spécialistes de la cryptographie, qui ne se connaissaient pas, ont publié chacun dans leur pays respectif dans des journaux de l'émigration. Et, fait surprenant, ces 2 articles arrivent à une traduction identique du message. La synthèse de ces 2 articles a été publiée par l'historien russe Ivan Lukács dans le journal La Renaissance le Renouveau le 8 août 1927. Dans le premier article, Vyacheslav Lysenko s'étonne que le grand-duc Nicolas Mikhailovitch ne soit pas parvenu à faire décoder le message, car lui-même n'aurait pas mis plus de 2 semaines à lui extirper son secret. Et il précise « C'est d'autant plus étonnant que le chiffre utilisé dans le testament n'est pas des plus difficiles. » L'article de Loulian Gabrouchev, quant à lui, explique de façon très détaillée la méthode employée pour déchiffrer le message. Or, que dit ce message ? Il aurait été envoyé par le tsar Paul Ier, le père d'Alexandre, quand il eut vent du complot qui se tramait contre lui. Anna Vassilievna, j'ai appris une terrible et funeste nouvelle sur notre fils. Le comte Palen nous a fait part de sa participation dans le complot. Il faut qu'aujourd'hui même, je puisse disparaître là où ce sera possible. Saint-Pétersbourg, Paul. Le message est daté du jour de l'assassinat de Paul Ier et était destiné à la princesse Anna Gagarina, sa maîtresse. Tel serait donc le message que Féodor Kouzmitch gardait précieusement et en permanence contre lui dans une pochette de cuir et à propos duquel il aurait déclaré « Ici réside mon secret ». Nous sommes à Saint-Pétersbourg où nous poursuivons nos recherches. Nous nous rendons ce matin aux archives historiques de Russie. Car si le livre du Grand-Duc est aussi riche en informations, en analyses et en documents de l'époque,
c'est parce qu'à la mort de Féodor Kuzmich, le grand-duc avait envoyé un certain Lachkov, fonctionnaire de son État, enquêter dans le village de Tomsk pour vérifier si Féodor Kuzmich était ou non Alexandre Ier. Ce sont ces pièces qui nous intéressent particulièrement. Это было в 1907 году примерно, перед тем, как Николай Михайлович написал свою статью, вот известную. Вот он еще собирал материалы. Понятно. И когда это было опубликовано? В 1907 году в «Историческом вестнике». А книга позже, отдельно уже, сначала статья, потом книга. Заканчивает, я могу даже процитировать этот документ вот таким тезисом. Выслушав массу разнообразных рассказов о высокоподвижнической жизни загадочного великого старца Федора Кузьмича, перечитав множество свидетельств и показаний лиц уже умерших, можно во всем этом заметить одну сходную черту, которая сразу бросается в глаза. Это то, что живые и мертвые очевидцы согласно признают телесную красоту старца, его глубокий ум, проницательность, его высокую нравственность и духовное величие, соединенные с простотой и задушевностью в обхождении. Voici quelques extraits des témoignages recueillis par Lachkov. Lorsqu'un prisonnier d'un convoi de déportés, ancien soldat, reconnut en Féodor Kuzmich le tsar Alexandre Pavlovitch, il tomba à genoux devant lui. Féodor Kuzmich s'empressa de le relever et lui demanda de ne dire à personne qui il était. Mais le soldat ne l'écouta pas et parla. « Si vous saviez qui je suis, disait souvent le starets, ce ne sont pas seulement les gens, mais les arbres eux-mêmes qui se pencheraient et secoueraient leurs branches. Quand je serai mort, vous saurez qui j'étais. Si on sait qui je suis, je ne pourrai plus vivre en paix ici, et la Russie ne sera pas seule à le savoir, mais l'étranger aussi. » Ici, aux archives d'État de la Fédération de Russie à Moscou, la conservatrice responsable du fonds Romanov nous montre un objet exceptionnel, la coiffe de Féodor Kuzmich. Шапочка Федора Кузьмича, или скуфья, как иначе говоря, это бархатная шапочка бордового цвета. Внутри там находятся крестики, пришитые из ленточки голубого цвета. После смерти старца Федора Кузьмича привез ее в Петербург. Хромов предполагал встретиться с царствующей особой, но, к сожалению, его не допустили. И он встретился только с Победоносцевым, которому передал и эту шапочку, и воспоминания Хромова, и целый ряд документов, предметов, которые остались после смерти старца Федора Кузьмича. Que faisait donc cette coiffe de Féodor Kuzmich dans le fonds d'archives des tsars de Russie, un lieu où l'on peut également voir cette mèche de cheveux du tsar Alexandre Ier. Encore un indice troublant rencontré au cours de nos visites. Nous poursuivons nos recherches à la prestigieuse Bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg. Ici se trouve le dossier qui a permis à Schilder d'écrire la plus grande biographie de son temps sur le tsar Alexandre Ier. Шильдер много лет работал в архивах самых разных, переписывался с очевидцами. Вот это все, что удалось собрать Шильдеру о Федоре Кузьмиче. Это вырезки газетные со статьями о Федоре Кузьмиче. Это гравюра с рисунка, сделанного сразу после смерти Федора Кузьмича и опубликованного в журнале «Русская старина». Это вот снимок с кельи великого старца Федора Кузьмича, то есть чертеж кельи, в которой он жил. Départ à nouveau pour Tomsk, en Sibérie. Nous sommes le 1er juillet. Dans 4 jours aura lieu la grande fête annuelle de la découverte de la dépouille de Féodor Kuzmich. Le saint de Sibérie est honoré à 2 reprises chaque année, le 2 février
anniversaire de sa mort, et le 5 juillet, anniversaire de la découverte de sa dépouille. Depuis 1995, date de la découverte de la dépouille de Féodor Kuzmich, le monastère est devenu un lieu de pèlerinage pour toutes les couches sociales de la population de Tomsk et de ses environs. Святый Боже, всекрепким, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, всекрепким, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, всекрепким, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веку. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Au terme d'une grande liturgie de 2h30, un chemin de croix avec les reliques de Saint Féodore traverse la ville jusqu'au monastère de la Mère de Dieu, Sainte Alexéie. La population reste fidèle à son saint, dont les reliques, reposant dans une châsse de bois, sont gardées précieusement par les moines du monastère. « 150 ans après, la ville de Tomsk garde-t-elle des traces de l'existence de Féodor Kuzmich ? Aux archives gouvernementales de la région, Olga, l'archiviste, nous présente plusieurs pièces intéressantes, et notamment le fameux procès-verbal de son arrivée à Tomsk comme prisonnier. Перед нами статейный список на некого Кузьмина Федора. Это запись. Здесь указан возраст этого человека, ему 65 лет, и состав его преступления. Текст следующий. Из бродяг, за бродяжничество и сокрытие места жительства своего по решению Красноуфимского уездного суда наказан плетьми 20 ударами и ссылается в Сибирь на поселение. То есть описывается внешность этого человека, лицом чист, глаза серые, нос прямой и указан рост его 2 аршина 6,3 вершка. Le 8 juillet, on célèbre dans toute la Russie la journée de la famille, de l'amour et de la fidélité. Sur la place du petit village de Kolarovo, toute la population s'est réunie autour de la petite église sous la protection des saints Piotr et Févronia. Pendant les chants et les danses de cet après-midi estival, l'église, construite 100 ans avant le règne d'Alexandre Ier, veille sur ses habitants. Léonide, un ancien combattant, nous a raconté comment le village est parfois inondé par le grand fleuve sibérien auquel il est adossé, et comment celui-ci rentre dans son lit après les prières de la population rassemblée dans la petite église devant l'icône de la Vierge. Autre trace de la mémoire de Féodor Kuzmich, la grande demeure du marchand Kromov, aujourd'hui à l'abandon, qui a accueilli le starets durant les dernières années de sa vie. La belle maison n'est plus aujourd'hui que ruines et désolation. Des recours ont été opposés à sa destruction programmée et un projet de réhabilitation a vu le jour, mais attend toujours un financement.
Rendez-vous avec Dimitri à son domicile. Dimitri est ingénieur et il est l'arrière-petit-fils du marchand Kromov qui a accueilli et recueilli Féodor Kouzmitch à Tomsk. Il nous présente dans un coffret en bois un trésor gardé précieusement par sa famille, des vêtements ayant appartenu au sein de Tomsk, et en particulier cette coiffe de laine. Это губка, то есть он мылся губкой вот этой. Dimitri nous présente aussi cette grande tunique. Я 1,92 м. Comme le souligne Dimitri, et comme on le constate ici, Féodor Kouzmitch était très grand, environ 1,90 m, comme lui apparemment, et comme le tsar Alexandre Ier. Autre souvenir de la présence de Féodor Kouzmitch, le mémorial élevé et financé par Alexandra Alexandrovna Guitcheva à l'emplacement exact de la petite isba d'été, aujourd'hui disparue, de Féodor Kouzmitch. Un lieu où les pèlerins aiment à se recueillir. Ici, en Sibérie, la mémoire locale garde un souvenir fort de Féodor Kouzmitch et semble avoir peu de doutes sur sa véritable identité. Mais alors, si le starets de Tomsk était bien Alexandre Ier, qui se trouve dans le tombeau impérial à Saint-Pétersbourg? Elena Bobrinskoy tient à nous faire part d'un souvenir personnel très important. Elle rendait visite à la comtesse Chouvalov, amie d'enfance du tsar Nicolas II et parente de son mari, qui était la fille du comte Vorontzov, le ministre de la cour d'Alexandre III. Celui-ci avait les clés de la sépulture de la famille impériale à la forteresse Saint-Pierre-et-Paul. Son père avait été sollicité par Alexandre III pour ouvrir la sépulture d'Alexandre Ier. Il est rentré chez lui bouleversé. Il était sous serment, mais il a fait comprendre à sa famille que le cercueil d'Alexandre Ier était vide. C'était quand même un témoignage bouleversant. À la forteresse Pierre-et-Paul, le discours est très différent. Больше слухи и легенды. Официально могила не вскрывалась. Это тогда не представлялось возможным сделать. Но так или иначе потом уже в 20-е годы 20 века появляются новые легенды, что могила в Петропавловском соборе была вскрыта, и там был вовсе пустой гроб. Но все эти слухи, все эти легенды, они не выдерживают критики фактически. Если говорить о объективных документах, о истории болезни Александра I, вскрытие его тела, протоколов бальзамирования тела, то вот именно эти исторические документы не оставляют никакого сомнения, что император Александр I скончался в Таганроге 19 ноября 1825 года. Pourtant, selon de nombreux historiens, 2 premières opérations d'ouverture du sarcophage d'Alexandre Ier furent exécutées successivement sur l'ordre des tsars Alexandre II et Alexandre III. Une 3e fut effectuée par les bolcheviks. Elle écrit dans les mémoires de Piotr Mikhailovitch que lorsque les bolcheviks sont arrivés au pouvoir en 1919, ils ont ouvert peu après les cercueils de tous les empereurs et que celui d'Alexandre était vide. On constatera effectivement dans les 3 cas que la tombe était vide. Nathan Edelman, homme de lettres et historien, mentionne une lettre de l'un des plus hauts responsables du GPU de Saint-Pétersbourg, la police politique de Lénine. Celle-ci raconte comment cette ouverture a eu lieu lors de la grande famine de 1921 sur l'instance du comité de secours aux affamés qui était à la recherche des biens de valeur des prisonniers et des tombeaux impériaux. Je t'écris sous le coup d'une impression inoubliable. Le commissaire du GPU qui préside la commission commande de commencer par les plus jeunes. Les ouvriers ouvrent la tombe d'Alexandre III.
Alexandre III repose dans son habit de général, richement décoré de médailles. Les restes du tsar sont rapidement enlevés du sépulcre en argent, on retire une bague précieuse de son doigt, on retire les décorations recouvertes de diamants. La tombe est refermée et des scellés y sont posés. La même procédure se reproduit avec la tombe d'Alexandre II et Nicolas Ier. Les membres de la commission travaillent vite, l'air est lourd dans la crypte. C'est le tour de la tombe d'Alexandre Ier. Mais là, les bolcheviks ont une surprise inattendue. La tombe d'Alexandre se trouve vide. De cela, on peut clairement voir la confirmation de la légende selon laquelle la mort d'Alexandre Ier à Taganrog et son enterrement était une supercherie. Si le cercueil impérial à Saint-Pétersbourg est vide, le corps d'Alexandre Ier pourrait donc bien être celui qui a été inhumé à Tomsk sous l'identité de Féodor Kouzmitch. 40 ans après la mort du saint, on édifia dans l'enceinte du monastère une petite chapelle à l'endroit précis où il fut enterré. Puis la révolution d'octobre survint, entraînant les grandes persécutions contre l'Église, et en 1926, tous les moines du monastère furent fusillés par les bolcheviks. Par la suite, les autorités fermèrent le monastère et en 1936 détruisirent la fameuse petite chapelle pour que l'on oublie définitivement le saint et l'emplacement de sa tombe. En 1995, les séminaristes ont enfin pu démarrer les fouilles pour retrouver la dépouille de Féodor Kouzmitch. À Tomsk, on nous a confié un document exceptionnel, le seul film vidéo tourné à cette occasion. La suite, ce sont les témoins qui participèrent aux fouilles qui nous la racontent. Обретение мощей состоялось 5 июля. Это был прекрасный солнечный день. Утром была совершена божественная литургия. В окончании литургии с молебным пением, крестным ходом мы прошли к месту начала раскопок, совершили молебствие и приступили. Вот мы дошли как раз до того места, когда мы начали раскопки. Ну, мы же знали, что там действительно это место часовни, и быстренько раз раскопали, вот оно, все силуэт часовни, фундамент появился. Весь день мы рыли землю, там были всевозможные. Ни для кого не является секретом, что вот это основание часовни, вот это углубление, вот этот своего рода такой подвал являлся местом отхожим для человеческого туалета. В то время, то есть это было отхожее место и, как бы можно сказать, выгребная яма для человеческого туалета. И мы вот таким образом постепенно, лопатка за лопаткой, ведрышко за ведрышкой, углублялись вглубь. На примерно глубине 2 метров Дело в том, что в советское время это место было специально выделено под отхожее место. Так безбожные власти хотели не просто стереть память о старце Феодоре, а надругаться над святыми мощами. Приступили вновь, и вот чудо. Крышку, одна была доска сломанная, а вторая целая. Когда открыли ее, вот оттуда аромат, благоухание такое пошло, что это не просто яма была какая-то, если рыть яму, там оттуда запахи нехорошие такие, а оттуда благоухание пошло. Люди, которые снаружи стояли все, даже это почувствовали, удивились многие. Истина открылась. Или это цветы, или это кто-то, но главное, оттуда идет, снизу.
буквально несколько сантиметриков вглубь, и показался сам вот это склеп, углубление, где мы чаяли найти мощи стога старца Федора. И мощи как бы сдвинуты, как бы вот кто-то их сместил. Не было головы черепа, не было и берцовой кости. И еще в юном возрасте он получил травму. На смотре, параде, лошадь ударила его в берцовую кость, если я не ошибаюсь, в правую. И вот этой самой берцовой кости не было. Вот те самые неоспоримые доказательные части. В момент обретения мощей старца Федора Томского я чувствовал буквально пасхальную радость. Вы знаете, для верующего человека пасхальная радость – это высшая из радостей. Это радость неземная, это радость небесная, когда хочется всех и вся обнять и расцеловать, когда хочется не говорить, а петь. И вот это самое состояние я испытывал. У меня душа пела. Такое было состояние, как будто, знаете, я готов всех и вся обнимать. Ведь действительно мощи святого – это вместилище благодати, как сосуд. И прикасающийся к этой благодати, он как бы пьет эту благодать, напитывается буквально ею. И вот я испытывал это состояние невыразимой радости. Vous-même, votre conviction profonde sur cette énigme? Я, как и многие, вот я лично, как и многие люди, особенно из числа верующих людей, считают, что это одно лицо. Мне изначально показалась эта точка зрения совершенно невероятной. Чем больше я читал о старце Федоре, чем больше изучал документов, то больше и больше у меня появлялась уверенность в том, что старец Федор Кузьмич и император Александр I одно и то же лицо. J'en sais fiche rien. Les gens qui le savent sont morts depuis longtemps et ils ont bien gardé leur secret. Et pourtant, il y a des faisceaux d'indices. Oui, c'est ça. C'est ce que disait ma grand-mère. C'est pas possible, voilà, qu'il n'en soit autrement. Oh, ça ne fait aucun doute. Pour moi, ça ne fait absolument aucun doute. D'abord, j'aime y croire parce que c'est une histoire tellement extraordinaire, tellement extravagante. Да, я в этом уверена. Вполне вероятно, что 99%, что это наш царь. Вот мое сердце мне так говорит, что да. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que je pense qu'il y a trop de choses étranges qui se sont passées à ce moment-là. Et je pense que ce serait tout à fait dans le caractère de cet homme, de cet empereur, de faire ce qu'il a fait. Donc moi, je crois à cette histoire. Donc tous ces éléments convergent vers l'idée que cette thèse est non seulement possible, plausible, vraisemblable, mais de fait, on ne peut pas trancher de manière définitive tant
qu'une expertise ADN ne sera pas faite et évidemment pour conclure il serait extrêmement utile et merveilleux pour les historiens de disposer de cette expertise qui pourrait trancher de manière définitive le mystère. Старец Федор никогда не выдавал себя за императора. Более того, он всегда пресекал всякие разговоры на эту тему. Но весьма существенным является то обстоятельство, что он никогда и не опровергал этих разговоров. Ведь святости не свойственно лгать даже во спасение. Святость и ложь – вещи несовместимые. Lors de l'intronisation du premier des Romanov en 1613, il y eut un serment liant les destinées de la famille impériale au peuple russe jusqu'à la deuxième venue du Christ. Depuis, la révolution d'octobre est passée et les pouvoirs se sont succédés, mais ils sont nombreux ici à penser que le fameux serment ne s'est jamais rompu et que celui-ci se perpétue grâce au chemin mystérieux de l'un des plus grands tsars de Russie, qui aurait choisi de devenir le dernier d'entre les siens pour continuer de conduire son peuple vers le destin que Dieu lui a choisi.